Bonjour tout le monde. Si vous vous rappelez, la dernière fois, on avait vu assez rapidement ce qu'on allait voir au courant de tout ce semestre dans ce module. Et on s'était arrêté sur cette citation de Bruce Schneier qui dit « Dans le monde réel, la sécurité fait intervenir des processus, elle fait intervenir des technologies préventives, mais aussi des processus de détection et réaction et un système complet de forensique pour traquer et poursuivre les coupables. » La sécurité n'est donc pas un produit, mais un processus en lui-même. Et j'avais expliqué qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Et c'est un peu là-dessus qu'on doit En fait, c'est toujours sur ça qu'on doit... c'est toujours ça qu'on doit garder en mémoire lorsqu'on parle de sécurité. On ne va pas parler d'outils seulement, mais on va parler de tout ce qui est tout autour des processus de gestion de la sécurité, de l'humain aussi, qui a un rôle important là-dedans, et ainsi de suite. Donc, quand on parle de sécurité en tant que processus continu, ce qu'on veut dire, c'est qu'en fait, il va y avoir en réalité plusieurs éléments. C'est quelque chose qu'on va faire au quotidien et pour s'assurer d'une bonne sécurité, et il est important de passer par un cycle qui est le suivant. On va d'abord auditer les systèmes. Alors, qu'est-ce que c'est que l'audit des systèmes? C'est la collecte d'informations et l'analyse des ressources pour s'assurer d'un ensemble d'éléments, comme par exemple le respect de la politique de sécurité du système audité et la sécurité contre les vulnérabilités, ainsi de suite. Ensuite, on va... alors, oui, d'abord, je vais vous dire qu'est-ce qu'une vulnérabilité. Une vulnérabilité ou une faille est une faiblesse dans un système informatique. Donc, une fois que l'audit a été fait, on voit ce qu'il y a, en fait. On va faire un état des lieux grâce à cet audit. On va définir une politique de sécurité. Si elle existait déjà, on va l'améliorer grâce aux résultats de l'audit. Si elle n'existait pas, c'est avec les résultats de l'audit, encore une fois, qu'on va pouvoir définir cette politique de sécurité. C'est quoi une politique de sécurité? C'est la définition d'un ensemble de règles et pratiques qui régulent comment une organisation va gérer, protéger et distribuer les informations sensibles. Une politique de sécurité doit être utilisée comme un guide dans l'implémentation d'un système et son évaluation. Donc, généralement, il va y avoir forcément des compromis entre sécurité et fonctionnalité. On va devoir identifier les risques et leurs conséquences. On va élaborer des règles et des procédures à mettre en œuvre pour les risques qu'on a identifiés. Exemple, habitant à Alger, l'un des risques naturels qui existent, c'est vous avez deux possibilités, soit les inondations ou encore les tremblements de terre. Si on parle des inondations, étant un risque, une des manières, qu'est-ce qu'on devrait faire pour cela? C'est, on va dire, quoi faire pour éviter que ce risque n'impacte de manière importante sur nos systèmes. Ensuite, on va élaborer des règles et des procédures à mettre en œuvre pour les risques identifiés. Donc, c'est ça. Par exemple, dans ce cas-là, on mettrait les serveurs non pas au rez-de-chaussée ou en sous-sol, mais plutôt à un étage supérieur ou dans un endroit surélevé, et selon, bien sûr, où se trouve la bâtisse, et ainsi de suite. Surveillance et veille technologique sur les nouvelles découvertes. Donc, il y a tous les jours, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Et donc, on doit surveiller de manière active ce qui se passe. Parce que si on ne surveille pas, on risque de passer à côté d'un nouveau problème, d'une nouvelle vulnérabilité qui a été découverte. Et donc, on va se retrouver justement au dépourvu et peut-être attaqué alors des attaquants vont nous attaquer en utilisant ces vulnérabilités. Et aussi les actions à entreprendre et personnes à contacter en cas de détection d'un problème. Une fois qu'on a fait ça, on va passer vers la définition d'une architecture.
Donc, l'architecture doit faire face aux différentes nécessités et risques potentiels d'un scénario. Elle va spécifier aussi quand et comment les contrôles de sécurité sont appliqués. Par exemple, si on parle d'un réseau, où est-ce qu'on va mettre est-ce qu'on va mettre un pare-feu, où est-ce qu'on va mettre le pare-feu, est-ce qu'on va mettre, et ainsi de suite, d'autres éléments. Donc, ensuite, on va devoir implémenter. Donc, ici, quand on dit implémenter, on va bien sûr parler de l'implémentation de la politique de sécurité, mais aussi l'implémentation de l'architecture. Donc, si on avait fait la définition juste avant, c'est bien, ça ne suffit pas. On a besoin de les implémenter par rapport à ce qui a été proposé. Et pour finir, c'est avoir une gestion au quotidien. Donc, gérer les événements quotidiens de la sécurité du système, les attaques, les mises à jour des antivirus, les mises à jour des logiciels, la mise à jour des règles d'un IDS ou d'un IPS, et ainsi de suite. Alors, bien sûr, ça, en réalité, c'est une boucle. Ce n'est pas juste, je fais pas juste un passage, une fois que j'arrive à gestion au quotidien, c'est bon. Non, en réalité, on va devoir retourner sur l'audit des systèmes de manière régulière. Ça veut dire refaire le tout pour vérifier s'il n'y a pas de nouveautés. Si on n'a pas mis... Alors, ça peut être dû à l'intégration d'un élément nouveau dans nos systèmes, comme ça peut être dû à tout simplement des vulnérabilités qu'on ne connaissait pas ou des problèmes qu'on ne connaissait pas. Et donc, il est important de repasser par ce processus de manière régulière. Ensuite. Donc, dans la sécurité des systèmes, en fait, c'est un tout. Mais on peut distinguer 3 axes suivants. On va avoir la sécurité informatique, la sécurité des transmissions et la sécurité d'un réseau. Donc, la sécurité informatique, c'est l'ensemble des moyens techniques, organisationnels, juridiques et humains qui sont nécessaires et mis en place pour conserver, rétablir et garantir la sécurité des systèmes informatiques. Elle est intrinsèquement liée à la sécurité de l'information et des systèmes d'information. La sécurité des transmissions, c'est de s'assurer que les éléments, les informations ou les données durant la transmission, donc durant le transfert, restent sécurisées. Ça veut dire selon ce qui est nécessaire. Ça peut être s'assurer de la confidentialité, de l'intégrité et de l'authenticité, et ainsi de suite. La sécurité d'un réseau, c'est s'assurer que le réseau ne soit pas, du moins, s'assurer qu'il soit le plus protégé possible. Donc, si on prend le premier, les concepts de base de la sécurité informatique, on en a 3. J'en avais parlé la semaine dernière de manière succincte. C'est la confidentialité, l'intégrité des données et la disponibilité. Alors, la confidentialité, c'est le concept. Ce concept-là va essayer de prévenir contre la divulgation intentionnelle ou non. Donc, ça peut être fait exprès, comme ça peut ne pas être fait exprès. Hein. Du contenu d'un message, du contenu d'une information. Donc, la perte de confidentialité peut arriver de manière différente, comme la divulgation intentionnelle d'informations privées. Exemple, j'ai un secret, je le dis à l'un d'entre vous, à Sarah par exemple, et je vais lui dire, voilà, il y a ça, mais tu le gardes secret. Il va y avoir ça à l'examen, il y aura ça, mais tu le gardes secret, tu dis à personne. Bon, je risque pas de le faire, hein. C'est juste un exemple. Généralement, je ne sais pas ce qu'il va y avoir en examen avant l'examen jusqu'à la veille. Donc, voilà. Je suis autant dans le flou que vous pour ça.
Et donc, à ce moment-là, Sarah peut, de manière intentionnelle, donc moi déjà, de manière intentionnelle, je l'ai dit à Sarah, j'ai divulgué à Sarah une information qui est censée être confidentielle. Maintenant, pire encore, Sarah pourrait très bien divulguer cette information-là à tous ses camarades de promo. Et donc, elle dirait, voilà ce que Madame Eklich a dit, comme quoi cet exercice, il va y avoir cet exercice qui va y avoir à l'examen. Donc, il est important il va y avoir un exercice comme celui-là à l'examen, et donc il est important de travailler dessus. Ça veut dire que l'information a été divulguée de manière intentionnelle. Mais on peut aussi avoir une divulgation de manière non intentionnelle où quelqu'un va répondre à une question sans trop prêter attention et ça va finalement poser problème. Ça, c'est dans un cas. Mais si on parle de ça, c'est pour avoir une idée de ce qu'on veut dire dans la vie réelle. Maintenant, si on parle de l'informatique, donc ce serait les données qui vont être divulguées soit par une personne qui a le droit d'accéder à ces données-là, mais qui va donner ces informations-là à des gens qui n'ont pas le droit d'y accéder, ou alors ça peut être aussi grâce à certains types d'attaques. On a aussi l'intégrité de données. Donc, l'intégrité de données va s'assurer qu'aucune donnée n'est modifiée par une personne ou un processus qui ne soit pas autorisé. Donc, pour qu'une donnée soit modifiée, il faut qu'elle soit autorisée. Il faut qu'elle soit par quelqu'un ou un processus qui est autorisé. Et qu'il n'y ait aucune modification non autorisée de données par des personnes ou des processus autorisés. En d'autres termes, même si une personne est autorisée à modifier les données, il faudrait qu'il n'y ait pas de modification par ces personnes qui ne soient pas autorisées. Exemple, si je prends les notes d'examen. Donc, généralement, quand on fait la délibération en fin de semestre, les enseignants se réunissent, ils donnent les notes d'examen, etc. Il pourrait très bien y avoir un enseignant qui va modifier une note. Alors, il a le droit de mettre des notes. Il a accès aux notes. Mais il n'a pas le droit de modifier une note s'il n'y a pas de raison valable. Donc, il pourrait très bien dire, ah ben, cette personne-là, c'est, je ne sais pas, c'est ma cousine ou mon cousin, donc je vais lui mettre beaucoup plus, ou bien quelque chose dans ce style, ou ça peut être aussi au niveau de l'administration, administration locale, administration centrale, ou quelqu'un qui va accéder aux bases, va faire des modifications sur les notes. Et donc là, oui, la personne a le droit d'accéder à ces informations-là, mais elle n'a pas l'autorisation de faire ces modifications-là. Ensuite, on a la disponibilité. Comme son nom l'indique, c'est s'assurer qu'il y ait un accès fiable et opportun aux données ou aux ressources par le personnel approprié. Donc, si on voit les opposés ou les contraires de ces trois éléments, ce serait la divulgation, l'altération et la destruction. Et nous, on veut s'assurer de la confidentialité, de l'intégrité et de la disponibilité. Parfois, vous avez peut-être déjà essayé d'accéder à un site web et que vous trouvez que ce site web n'est pas disponible. Ou alors que vous trouvez que ce site web a été défacé. Alors, quand je dis défacé, ça veut dire qu'il y a eu un ensemble d'attaques, un attaquant ou un groupe d'attaquants qui a modifié les informations qui sont sur la page web. Voilà. S'il vous plaît, n'hésitez pas à me poser des questions s'il y en a. Et est-ce que je vais trop vite ou est-ce que ça va? Parce que je ne sais pas. Je peux aller plus doucement, plus lentement.
comme je peux garder cette vitesse de croisière. À vous de voir. Si vous ne dites rien, je considère comme quoi garder cette vitesse de croisière, c'est la réponse. OK. Oui, madame. OK, parfait. OK. Donc, ensuite, alors on peut avoir là, c'est vraiment des solutions bateau de base, où on va avoir finalement, quand on va réfléchir à certains éléments, comme la disponibilité, on va se dire, il faut avoir un système de sauvegarde. Comme ça, s'il y a un problème, on peut toujours récupérer les données de la sauvegarde. Aussi, toujours pour la disponibilité, on va avoir les onduleurs et les batteries. Ça veut dire que même s'il y a une coupure d'électricité, on pourra continuer, le service continuera à être disponible. On va avoir aussi le mirroring. Alors, le mirroring, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'avoir tout en double. Tous les services en double, avec les serveurs en double, etc. On a aussi une gestion rigoureuse des utilisateurs, mots de passe et droits d'accès. Et il y en a plein d'autres. Alors, vous allez trouver des benchmarks, par exemple, sur les configurations de sécurité minimale, ou non, pas minimale, de base, on va dire, sur certains sites web pour les différents systèmes existants et les différentes choses existantes. Et on peut les mettre en place. Par exemple, vous allez en trouver un pour les Windows Server 2019, vous allez en trouver pour tout ce qui est Azure et ainsi de suite. Ce n'est pas ce qui manque. Les benchmarks, il y en a. Il faut savoir les utiliser, il faut savoir s'y référer. Ensuite, on avait parlé de la sécurité de l'informatique, on va parler de la sécurité des transmissions. Alors, si on regarde ici c'est les définitions des choses importantes. On vous dit, seul le destinataire doit recevoir le message. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on parle bien de confidentialité. Ensuite, on va avoir les deux éléments. On doit être sûr de l'identité du destinataire et on doit être sûr de l'identité de l'émetteur. Là, on va parler de l'authentification. Le message reçu doit être identique au message émis. L'intégrité, qu'on a vu juste avant. On veut la preuve que le destinataire a bien reçu le message et on veut la preuve que l'émetteur a bien émis le message. Ici, on va parler de la non-répudiation. Donc, la non-répudiation, c'est le fait que si un destinataire a reçu un message, le destinataire ne peut pas dire « je n'ai pas reçu ce message ». Et si un émetteur a envoyé un message, l'émetteur ne peut pas dire « ce n'est pas moi qui ai envoyé ce message ». Et enfin, l'émetteur ne peut accéder à certaines ressources que s'il en a l'autorisation. Et là, on parle de contrôle d'accès. Donc, c'est les concepts de base de sécurité des transmissions où on a les cinq concepts de base, la confidentialité, l'authentification, l'intégrité, la non-répudiation et le contrôle d'accès. C'est les éléments importants pour la sécurité des transmissions. Maintenant, on va voir ce que c'est que l'authentification et c'est quoi la différence avec l'identification. Alors, l'identification, c'est un moyen de connaître l'identité d'une entité à l'aide par exemple, d'un identifiant. Donc, moi, je dis « je m'appelle Kenza », je m'identifie en tant que Kenza. Je m'identifie, je ne m'authentifie pas encore. L'authentification, c'est le processus qui confirme que je suis Kenza ou que je suis la personne qui confirme que le commettant est bien celui qu'il prétend être. En d'autres termes, si je parle de moi, je pourrais dire quand je vais à la banque, il y a d'abord
il va y avoir plusieurs éléments que je vais mettre. Je vais donner ma carte bancaire, plus je vais signer. Si je parle de retirer de l'argent au niveau du guichet, si je parle de retirer de l'argent au niveau d'un DAB, et en plus de ça, j'ai oublié aussi au niveau du guichet, je dois mettre le PIN. Donc, j'ai une carte, c'est ce qu'on veut dire ici par ceux qui le possèdent. Je connais le PIN, donc c'est ce qu'on veut dire par ce qu'il sait, et je vais signer, et c'est ce qu'on veut dire par ce qu'il peut produire. Donc, rien que quand je vais retirer de l'argent à la poste avec ma carte d'Arabia au guichet, je vais utiliser 3 facteurs pour m'authentifier. En plus de ma carte d'identité, etc. Mais bon, je vais utiliser la carte à puce, donc la carte d'Arabia. Je vais utiliser le PIN que je suis seule à connaître. Et je vais utiliser ma signature qui va être vérifiée aussi et que je suis seule à pouvoir reproduire. Et on a un 4e élément que vous avez probablement l'habitude d'utiliser pour déverrouiller votre téléphone, c'est les empreintes biométriques. Empreintes digitales, empreintes rétiniennes, bref, tout ce qui est biométrique. Donc, en d'autres termes, on a 4 facteurs d'authentification. On va avoir ce qu'on sait, ce qu'on possède, ce qu'on est et ce que seul moi ou seul le commettant peut produire. Et donc, on les appelle en fait quelque chose que vous savez, quelque chose que vous avez, quelque chose que vous êtes et une chose que vous savez faire. Je pense que vous avez tous maintenant une idée. Donc, vous avez tous l'habitude de vous authentifier à différents sites web, à différentes applications, etc. Il y a aussi la notion de donc, dans l'exemple que je vous ai donné pour le retrait d'argent au guichet, vous allez voir qu'il y a 3 facteurs d'authentification. Et au lieu d'un seul, quand on a un seul facteur d'authentification, par exemple, si je veux accéder à un site web, je vais mettre mon identifiant et mon mot de passe. On a un seul facteur d'authentification, c'est la chose que je sais. Maintenant, si on veut avoir une meilleure sécurité et qu'il y ait moins de chances d'être attaqué, enfin que notre compte soit volé, on va pouvoir utiliser une 2e méthode d'authentification en plus de la première. Donc, par exemple, plusieurs sites web, plusieurs applications web vous proposent la possibilité d'avoir l'envoi par SMS, l'envoi d'un élément par SMS, ou alors d'utiliser une application d'authentification comme Google Auth ou Authenticator, je ne me rappelle plus de son nom. Et donc là, en plus du mot de passe que je connais, je vais aussi recevoir un SMS avec un numéro. Et là, ça va se baser sur quelque chose que j'ai. Mon téléphone, je l'ai, il m'appartient. Donc, je vais pouvoir ensuite introduire l'élément qu'on m'a envoyé par SMS. Alors, il faut savoir que tout ça, choisir quelle est la bonne 2e méthode d'authentification ou la 2e et 3e méthode d'authentification vont se baser sur les risques existants. Par exemple, moi en Algérie, recevoir un code par SMS, ça me va. Le risque inhérent est faible. Maintenant, si je partais dans un autre pays du monde, comme aux États-Unis ou en Angleterre, le problème de cette méthodologie, c'est quoi? C'est qu'il y a possibilité que quelqu'un
fasse un clone de ma carte SIM et de mon numéro de téléphone assez facilement. Pourquoi? Parce que dans ces deux pays, si vous avez suffisamment d'informations sur la personne, comme son numéro de sécurité sociale, son nom, son prénom, sa date de naissance, etc., vous n'êtes pas obligé de partir à l'agence de télécom pour leur dire voilà, j'ai perdu ma SIM ou j'ai un problème, est-ce que vous pouvez me renvoyer une carte SIM, mon ancien numéro de téléphone. Là-bas, c'est possible. Et donc, il vérifie l'identité de la personne sur la base d'éléments d'informations que les gens peuvent connaître, comme le numéro de sécurité sociale, comme le nom et prénom de la personne, la date de naissance, le lieu de naissance, et ainsi de suite. Et donc, chez eux, il est moins intéressant d'utiliser les SMS comme étant un deuxième facteur d'authentification. Ça veut pas dire que il faut pas l'utiliser là-bas. Si on a le choix entre 0 deuxième facteur et un deuxième facteur, mais c'est les SMS, il vaut mieux avoir quand même les SMS que rien du tout, tout simplement. Maintenant, si on a le choix d'autre chose qui est meilleur, il vaut mieux prendre l'autre chose. Voilà. Donc, le choix de la deuxième méthode ou troisième méthode d'authentification ou des différentes méthodes d'authentification se base sur les risques inhérents, etc. Mais il est toujours plus intéressant d'avoir au moins 2 facteurs qu'un seul. Donc, on va parler ensuite de la politique de contrôle d'accès. Alors, le standard européen des ITsec définit une politique de sécurité comme étant l'ensemble des lois, règles et pratiques qui régissent la façon dont l'information sensible et les autres ressources sont gérées, protégées et distribuées à l'intérieur d'un système spécifique. Voilà. Donc, c'est la définition qui a été donnée. Maintenant, si on parle d'un contrôle d'accès cohérent ou d'une politique de sécurité cohérente, c'est quoi? Vous avez sûrement déjà vu la notion de système cohérent dans le module de système. Et quand on parle de politique de sécurité cohérente, c'est qu'elle doit être construite de telle sorte qu'aucune séquence valide d'application de règles, donc on n'a plus, dans une politique de sécurité, on a des règles définies ici, là, et donc qu'aucune séquence valide d'application de règles ne puisse amener le système à partir d'un état initial sûr à un état tel qu'un des objectifs de sécurité soit violé. Les objectifs de sécurité, pour rappel, confidentialité, intégrité, disponibilité, etc. Après, on peut rajouter non-répudiation et aussi et authentification. Voilà. Donc, ici, on veut bien dire comme quoi les éléments quand on va mettre en place la politique de sécurité, il faut s'assurer comme quoi, quelles que soient les règles, comment on va les appliquer, ou l'ordre d'application des règles, on ne peut pas passer d'un état sûr à un état non sûr. Donc, on va voir les différents contrôles d'accès. On va en voir 4. On a le MAC. Donc, le MAC pour Mandatory Access Control ou contrôle d'accès obligatoire. On a le DAC, Discretionary Access Control ou contrôle d'accès discrétionnaire. Et on va avoir le Role-Based Access Control et Rule-Based Access Control. Alors, le MAC, c'est un contrôle d'accès qui est utilisé lorsque la politique de sécurité des systèmes d'information impose
que les décisions de protection ne doivent pas être prises par les propriétaires des objets concernés. Et lorsque ces décisions de protection doivent lui être imposées par le dit système. Le contrôle d'accès obligatoire doit permettre d'associer et de gérer des attributs de sécurité relatifs à cette politique sur les fichiers et processus des systèmes. Quant au DAC, il est défini comme des moyens de limiter l'accès aux objets basés sur l'identité des sujets ou des groupes auxquels ils appartiennent. Les commandes sont discrétionnaires car un sujet avec une certaine autorisation d'accès est capable de transmettre cette permission directement ou indirectement à n'importe quel autre sujet, sauf s'il y a une restriction d'un contrôle d'accès obligatoire. Donc, vous avez comme exemple, imaginons dans les systèmes type Linux, quelqu'un qui a créé un objet peut très bien modifier les contrôles d'accès pour autoriser l'accès à cet objet par d'autres personnes. Le contrôle d'accès basé rôle, il va se baser plutôt sur le rôle des sujets. Donc, le sujet alors, quand je dis sujet, ça peut être une personne, ça peut être un processus qui veut accéder à des ressources dans le système d'information. Donc, on va dire finalement pour chaque utilisateur, cet utilisateur va avoir un rôle et c'est à ce rôle qu'on va attacher les règles d'accès et non pas à l'utilisateur lui-même. Et le Rule-Based Access Control, c'est des contrôles d'accès qui se basent sur des règles comme les ACL, par exemple, pour un pare-feu. Donc, c'est ce que j'ai déjà dit. Ce n'est pas la peine de répéter. Déjà dit. Donc, on va passer au modèle associé au DAC. Donc, le modèle, on a plusieurs modèles pour tout ce qui est contrôle d'accès discrétionnaire. On va en voir 3, si je me rappelle bien. On a d'abord le modèle de Lambson. C'est quelque chose que vous avez sûrement déjà vu. C'est la notion de matrice de contrôle d'accès qui est dédiée à la représentation des droits d'accès et elle a été introduite par Lambson dès 1971. Alors, vous n'avez pas besoin de vous rappeler des dates. Hein. On s'en fout des dates. C'est juste pour information. La structure de ce modèle est celle d'une machine à état, où chaque état est un triplet, avec SOM, S étant un ensemble de sujets, O étant un ensemble d'objets, et M, c'est la matrice de contrôle d'accès. Donc, chaque cellule de la matrice, M de SO, de cette matrice, va contenir les droits d'accès que le sujet S possède sur l'objet O. Vous l'avez déjà vu en système plus d'une fois auparavant. Le problème qui se pose, alors, l'avantage, facile. Assez facile à comprendre et à mettre en place. L'inconvénient, c'est quand il y a des mises à jour à faire. Donc, les mises à jour sont fastidieuses et ils n'expriment pas les interdictions ou obligations directement. Je vais ressortir ça. Donc, après cela, il y a eu le modèle HRU. Le modèle HRU a été introduit par Harrison, Russo et Ullman en 1976. Il utilise une matrice d'accès classique. La différence réside en ce que HRU précise les commandes qui peuvent lui être appliquées. Les seules opérations possibles sont données dans le tableau suivant. Donc,
enter A into MSO, donc mettre le droit A dans la cellule de la matrice SO. Create subject S, créer un sujet S. Create... Ah, il n'y a pas le partage d'écran. Vous ne voyez pas l'écran? Non, on a chaud. Ok. Ok. Donc, le problème est chez vous, mademoiselle. Ou monsieur. Je n'ai pas vu votre nom. Donc, create object O. Ensuite, donc, créer l'objet O. Si on a une nouvelle ressource, par exemple. Si on... Delete A from MSO. Donc, supprimer le droit A de la case, la cellule de la matrice pour le sujet S et l'objet O. Destroy subject S, détruire le sujet S. Destroy object O, détruire l'objet O. Alors, ça va se terminer. Donc, le lien, en fait, la réunion va se terminer dans même pas 1 minute. On reprend sur le même lien. D'accord? Donc, dès que ça se coupe, on reprend. Oui. Madame, donc c'est des fonctions ou bien... Si on veut, oui. C'est des primitives. Oui. Voilà. On peut appeler ça comme ça. Ouais. Alors. Bon. En fait, c'est la même chose. C'est juste qu'ils ont formalisé l'ajout, la suppression, et la destruction, etc. C'est tout. Et donc, il n'y a pas possibilité de faire autre chose qu'on utilise.